Pierre est un passionné d'entrepreneuriat. Ce diplômé en master de finance ne se voyait pas mener une vie à base de métro, boulot, dodo. Vous voyez l'explosion des créatrices de contenu exclusives? Eh bien, il en est en partie responsable après avoir démocratisé le marché depuis plus de 2 ans. Il a permis l'ouverture d'une centaine d'agences dédiées à la gestion de créatrices de contenu. Aujourd'hui, dans cette interview, tu vas pouvoir voir l'envers du décor. Au programme de cet épisode, ses débuts dans l'entrepreneuriat via le dropshipping, ou comment il a transformé 80 euros en 2000 euros en 24 heures. Comment il a obtenu son premier million d'euros de chiffre d'affaires dans un autre domaine. L'activité en ligne qui explose au Mexique et qui arrive en France. Comment générer 10 000 euros par mois avec OnlyFans sans se montrer personnellement. On verra également comment se sentir légitime sur ce nouveau business model, quelles sont les erreurs courantes des agences de créatrices, la stratégie secrète qu'il utilise pour diversifier ses revenus avec son agence. On va voir comment scaler rapidement avec cette activité. On va voir aussi ce qu'il en pense de cette activité d'un point de vue éthique et aussi comment fait-il pour rebondir à chaque fois que l'un de ses business s'essouffle. On verra aussi comment il se projette sur 12 mois et sur 5 ans. Et bien sûr, si vous êtes fidèle de ce podcast, on terminera comme d'habitude avec le portrait chinois de la semaine. Découvrons tout de suite Pierre Jianan. Et juste avant, n'oublie pas de t'abonner à notre nouveau compte Telegram dédié au podcast 1, 2, 3 Business. Dedans, tu peux poser en avance tes questions pour les prochains invités et découvrir les coulisses. Allez, c'est parti. Bonne écoute. Vous savez, la plupart des entrepreneurs qui veulent se développer sur Internet se retrouvent souvent seuls face à leurs problèmes. Dans ce podcast, on vous partage nos meilleurs conseils, anecdotes et retours d'expérience afin que vous trouviez les meilleures idées pour vous développer tout en passant un bon moment. Je suis Meryl Camus. Je suis Christopher Cerceau. Et bienvenue dans 1, 2, 3 Business. Ouais, alors c'est une question que je pose jamais en brut comme ça, d'habitude dès la première question, mais on a déjà eu l'occasion d'échanger avec Pierre. Pierre, ça fait plus de 5 ans qu'il est entrepreneur en ligne. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de chiffres, Pierre, nous dire bah voilà combien de CA tu as réalisé depuis tes débuts, quelle a été ton année record, voilà, fais-nous rêver avec quelques chiffres. Ça attaque fort. Yes, carrément. Ouais. Bah, du coup, merci encore une fois pour l'invitation. Donc, ouais, effectivement, moi, ça fait 5 ans que je me suis lancé. Donc, peut-être avant de parler des chiffres, parler un peu de ce que je fais, mon parcours, et Ouais. je dirais un petit peu au niveau des chiffres. Alors, premièrement, du coup, moi, j'ai un parcours plutôt classique, donc université, économie-gestion, ensuite un master en finance, je travaille dans les banques. Et finalement, au final, je me suis rendu compte que c'était pas fait pour moi d'être dans un bureau toute la journée. J'avais besoin de liberté, j'avais besoin de voyager. Et donc, je suis parti comme ça. Ensuite, à la fin de mon master, j'avais validé le master et on m'a proposé un CDI. J'ai dit non, je vais prendre une année pour vraiment découvrir un petit peu le monde. Je suis parti à Bali avec mon sac à dos. À ce moment-là aussi, je m'étais un petit peu lancé dans tout ce qui était business en ligne, parce que j'avais découvert ça sur Internet, notamment avec les vidéos de Léo Guillot, de Théophile à l'époque, qui parlaient du dropshipping. Donc, moi, je ne connaissais pas du tout. Je me suis lancé. J'ai commencé à faire des boutiques en dropshipping. Au début, pas de résultats. Après, j'ai continué, j'ai fait d'autres produits. Les premiers résultats que j'avais eus, c'était une marque de tatouages éphémères, donc qu'on vendait en dropshipping. On les achetait 50 centimes à 1 euro le tatouage. C'était des beaux tatouages qui faisaient tout le bras, qui duraient entre 5 et 7 jours, qui résistaient à l'eau, etc. Donc c'était vraiment joli et on arrivait à les vendre entre 15 et 20 euros sur le site. Donc c'était plutôt cool en termes de marge. Et on avait utilisé notamment les influenceurs pour ce produit-là. Ça marchait super bien l'été en France. Et en plus, on les payait vraiment pas cher pour le coup. Ça coûtait 50 euros un influenceur qui avait 100 000, 200 000 abonnés à l'époque. Donc c'était vraiment donné. Et je me souviens très bien ce jour où on avait pris un influenceur, on l'avait payé 80 euros et on avait fait 2000 euros en 24 heures. Donc là, je me suis dit, waouh, c'est incroyable la puissance du business en ligne. Le ROI est cool. Ouais, c'était plutôt cool. Et du coup, après, finalement, l'été est passé, le produit marchait moins bien parce que forcément, c'était un produit saisonnier. Donc, j'ai lancé un autre produit qui était une marque de bracelets. Donc, des bracelets en perles. Donc, pareil, ça avait très, très bien marché. J'avais même pu Avec revendre les la... 7 chakras, là, les différentes couleurs, Ouais, c'est ça. on l'a vu passer. Je crois que tout le monde l'a vu passer, celui-là. Ouais. Et celui-là, il marchait plutôt bien.
Surtout que j'étais à Bali, donc je pouvais faire des belles photos avec les produits là-bas, dans la Hmm. jungle. C'était plutôt sympa. Et en fait, suite à ça, j'ai eu l'opportunité de me lancer avec un ami en tant que photographe. Donc, j'avais un appareil photo, lui, il avait un truc aussi pour faire de la vidéo. Et du coup, on s'est lancé un petit peu là-dedans en parallèle. Et ensuite, j'ai eu l'opportunité de bosser avec deux entrepreneurs, peut-être que vous connaissez Adam et Florent, et Ouais. qui m'avaient proposé du coup de rejoindre leur projet de formation sur Instagram Hmm. pour former les gens à utiliser Instagram, à faire du business avec ça. Et du coup, j'avais rejoint le projet euh, plutôt en tant que bras droit. Au départ, marketing, je m'occupais de tout ce qui était la partie tunnel de vente, tout ce qui était la partie ads avec eux. Et ça, en fait, ça a super bien marché. J'ai pu apprendre à utiliser notamment ClickFunnels à ce moment-là, parce que je suis arrivé à ce moment-là un petit peu, voilà, on m'a dit, il faut utiliser des outils, etc. Donc, j'ai commencé à apprendre à utiliser ClickFunnels, à découvrir un peu tout le monde, Russell Brunson, tout ça. Et très intéressant. Et du coup, je me suis vraiment spécialisé après dans les tunnels de vente parce que j'adorais faire ça et j'avais plutôt des facilités à utiliser les outils. Et on avait aussi des super résultats avec nos produits. Donc, suite à ça, en fait, j'ai eu pas mal d'élèves qu'on avait de la formation qu'on avait avec Adam et Florent qui me demandaient en privé, tiens, j'ai mon projet, du coup, je me suis lancé sur Instagram, mais j'ai besoin d'un tunnel de vente. Est-ce que tu peux m'aider à le faire? Donc, au début, je les aidais gratuitement et après, petit à petit, je me suis dit, en fait, je pourrais monétiser ces compétences-là qui sont quand même très précieuses. Et à l'époque, il n'y avait personne vraiment sur le marché. Il y avait très, très Hmm. peu de personnes. Et du coup, je me dis, OK, je vais lancer aussi mon agence pour créer les tunnels de vente. Et c'est là, du coup, que je lance mon agence, du coup, tunneldevente.com. Tout simplement, je ne savais pas quel nom prendre, donc j'ai pris ça. Et du coup, je me suis lancé. Après, je me suis associé également avec Arnaud, peut-être que vous connaissez aussi, euh, sur ce projet-là, parce qu'au début, j'étais tout seul dans le projet et on s'est rencontrés. Et lui aussi, il avait un peu la même vision. Donc, on s'est dit, pourquoi pas s'associer sur cette agence. Et donc, on a lancé notre agence. Et en fait, le premier contrat qu'on a eu ensemble, je me souviens très bien, c'était un contrat à 25 000 euros. Et du coup, on s'est dit, waouh, c'est dingue, c'était un très, très gros entrepreneur, etc. Bon, au final, le contrat, on n'a même pas pu le terminer parce que au final, la personne, voilà, pour X raisons, a pas payé. Bon, on était quand même super motivés par rapport à ça. Ensuite, on a commencé à créer des offres, on a commencé à faire vraiment du done for you pendant quasiment un an. Donc, on faisait les tunnels des autres. Sauf qu'au bout d'un moment, ça nous a un petit peu essoufflé de travailler pour d'autres projets. On s'est dit, pourquoi pas maintenant essayer de scaler en faisant des produits qui nous prennent moins de temps. Donc, on a commencé l'accompagnement et après, on a fait aussi une formation qui est Tunnel de Vente Academy et donc qui aide les personnes via des vidéos pas à pas à créer leur tunnel de vente, à mettre en place voilà, leur copywriting, etc. Mais plutôt voilà, la partie tunnel de vente, création d'offres. Donc voilà, très très belle expérience. Avec Tunnel de vente, j'ai pas les chiffres exacts, mais on a généré plus d'1 million de CA sur les dernières, enfin, depuis le début. Donc c'était plutôt intéressant. Ensuite, suite à cette expérience, du coup, mon associé, lui, s'est lancé dans une autre activité et moi, je me suis lancé aussi en parallèle dans une deuxième agence marketing parce que j'ai eu un ami quand j'étais en Espagne qui m'a parlé d'une opportunité qui était de manager des créateurs de contenu. Donc, tout simplement avec du marketing, avec du community management. Donc, moi, je connaissais pas du tout et il m'a dit, c'est super bien, il y a vraiment une grosse opportunité par rapport à ça. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, il y avait de plus en plus de concurrence sur les agences classiques, tunnels de vente, etc. Donc nous, on s'était un petit peu essoufflé parce qu'on avait pris beaucoup de parts de marché au départ. Et après, petit à petit, forcément, on formait aussi nos propres concurrents. Donc forcément, ça nous faisait aussi de la concurrence. Donc je me suis dit, pourquoi pas tester? Donc je teste. Au final, je connaissais rien du tout. C'était pas du marketing classique comme on a l'habitude de voir avec Facebook Ads, etc. Là, c'était vraiment une autre dimension puisque c'est du contenu exclusif que ces créateurs font. Donc on peut pas passer par des plateformes comme Facebook Ads, etc. Donc du coup, suite à ça, je suis parti au Mexique voyager. Et j'avais mis un petit peu de côté cette activité puisque je faisais d'autres choses. J'étais plus focus sur l'agence. Et quand j'arrive au Mexique, je rencontre énormément de personnes et notamment beaucoup de créateurs de contenu et beaucoup de créatrices. Et notamment une créatrice qui me montre, elle me dit moi je travaille sur OnlyFans. Et je fais ah ouais, ok, et tu fais combien? Et là elle me montre 2 millions de dollars.
Elle me montre les, elle me montre les écrans, etc. Et là, je fais waouh, c'est dingue. Et en fait, toutes les personnes que je rencontrais, notamment les femmes, mais même il y avait des hommes, et à chaque fois, je leur disais, tu fais quoi? Ils me disaient, bah, je fais OnlyFans, ou je veux faire OnlyFans. Je me dis, mais c'est dingue quand même. 90% des gens que je rencontre là-bas veulent faire ça. Donc, je me dis, il y a vraiment quelque chose à faire. Et tout le monde me demandait, mais du coup, toi, tu es dans le marketing, etc. Est-ce que tu peux pas m'aider avec ça, etc. Tiens, je te donne mes accès. Genre, je fais, ah ouais, c'est fou. Donc, au final, je me dis, je vais vraiment me concentrer sur ça. Et donc, ce que je faisais au début, il y avait très peu de formations sur Internet. Donc, j'arrivais pas vraiment à trouver des informations pour vraiment être compétent là-dedans. Donc, j'ai commencé à échanger avec d'autres agences qui faisaient ça. Donc, des agences qui manageaient, agences marketing aussi, de management. Et j'échangeais aussi beaucoup avec des créateurs qui faisaient beaucoup d'argent dans ce milieu. Donc, ce que je faisais, c'est que j'avais pris mon appareil photo, donc je faisais des shootings. Et ce que je disais, c'est que je contactais les créateurs, je leur disais, bah tiens, si tu veux, je t'offre un shooting, c'est gratuit. Mais en échange, tu me formes un petit peu, tu m'expliques un peu comment toi, tu as fait pour générer X milliers ou dizaines de milliers de dollars. Et du coup, c'est comme ça que j'ai pu apprendre vraiment à comprendre les rouages un petit peu de cette industrie. Et du coup, je me suis lancé à 100% là-dedans. Ensuite, j'ai laissé un petit peu de côté mon autre agence et je me suis également associé sur ce projet-là pour vraiment développer, développer cette agence-là, du coup, qui est également une agence marketing, mais avec pour clientèle des créateurs de contenu. Euh, du coup, par rapport à ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, on est plutôt bien référencé. On arrive à générer plus de 100K par mois en termes de chiffres. Donc, on est super content. On a une vingtaine de Pour modèles dans l'agence l'agence. ou pour les modèles? Non, 100 000 pour les, en tout de vente. Donc, nous, en moyenne, on prend sur les contrats entre 40 et 50%. Donc, ça veut dire qu'on a entre 40 000 et 50 000 par mois. Et après, on a en termes de charges des équipes à payer. Donc, on a notamment ce qu'on appelle des chatters, ceux qui vont faire le community management. Et ensuite, généralement, on a très, très peu d'autres charges parce qu'on gère nous-mêmes le reste. Mais on a quelques petits prestataires marketing qui vont s'occuper voilà, de faire des actions, par exemple, tout ce qui est post, création des comptes sur les réseaux sociaux, ce genre de choses. Mais ce n'est pas des coûts excessifs. Hmm. Donc, généralement, on est quand même à peu près à 30% sur les 100 000 qui restent dans la poche, dans l'agence. Donc, c'est plutôt intéressant. Et après, on est vraiment en phase de scaling en ce moment. Donc voilà. Mais c'est vrai que c'est assez. Généralement, on arrive à faire entre 80 000 et 110 000 à peu près par mois de ventes. Mais c'est vrai qu'il y a des mois où on peut, par exemple, on va avoir un problème avec une modèle, donc on peut avoir une modèle en moins, ou on peut en avoir des nouvelles. Donc c'est assez. Ça peut fluctuer un petit peu quand même. Peut-être qu'on parlera après un petit peu des avantages de ce business et aussi des inconvénients, parce qu'il n'y a pas que des avantages comme dans tous les business. Mais voilà un petit peu par rapport au parcours. Et du coup, aujourd'hui, je suis vraiment focalisé à 100% sur ce business model. Alors, déjà, un point à souligner pour revenir à ton parcours, c'est qu'il y a beaucoup de gens en fait qui veulent directement se lancer dans la formation en ligne, mais sans avoir de réelle expérience. Et toi, ce qu'on voit, c'est que tu as fait les choses dans l'ordre, c'est-à-dire que quand tu as commencé dans le dropshipping, tu n'as pas commencé par lancer une formation de dropshipping. C'est-à-dire que tu as d'abord fait ta boutique dropshipping, tu en as fait une, puis deux. Finalement, tu n'as jamais fait de formation autour du dropshipping, tu n'y as pas pensé ou tu as... Non, j'ai jamais fait parce que c'était pas un domaine où je me considérais comme expert. J'ai jamais fait vraiment des très gros chiffres en dropshipping. Du coup, je me sentais pas forcément légitime. Et Ok. même, c'était pas aligné avec moi parce que moi, j'aime beaucoup le relationnel. Et c'est vrai que le dropshipping, on était un peu seul derrière son PC à parler à des gens qu'on savait pas. C'était par mail, le SAV. Donc, au final, je me suis vite lassé de ce business model-là. Et c'est pour ça que je préférais passer sur un business plutôt agence, prestation au départ. Et c'est vrai qu'on a attendu quand même 1 an avant de lancer la formation. On Mhm. attendait vraiment d'être expert, hein, parce que pour moi, comme tu dis, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui juste lancent des formations pour lancer des formations, mais ils n'ont jamais vraiment eu de business. Ils n'ont jamais travaillé eux-mêmes dans ce business-là. Ils n'ont jamais eux-mêmes fait le chemin. Donc, c'est vrai qu'il y a. Après, on peut se poser la question de la légitimité de certaines personnes. C'est ça, l'expérience, elle est hyper importante. Et c'est vrai que du coup, pour reprendre ton parcours, tunnelvente.com, c'est pareil. D'abord, tu as fait du done for you. Ensuite, tu as décidé plus tard d'en faire une formation. Et pour ton agence actuelle, c'est pareil. D'abord, tu as toi-même trouvé tes propres modèles, etc. Ensuite, une fois que tu as trouvé une formule qui marche, bah là, tu as commencé à la scaler en la
en la partageant avec les autres. Mais il y a souvent ce cheminement qu'on retrouve d'abord tu fais les choses et ensuite tu le proposes au plus grand nombre. Ouais, c'est ça. Et en plus, du coup, j'en ai pas parlé, mais c'est vrai que on a lancé du coup une formation maintenant pour apprendre aussi à gérer une agence de manager de contenu, enfin de créateur plutôt. Mm. Mais au départ, moi, je voulais pas du tout faire de formation, c'était pas mon but. C'est juste qu'en fait, quand j'étais au Mexique, vers la fin, je mettais pas mal de shooting avec mes modèles en story sur Instagram. Et j'ai plein de personnes qui me disaient, mais qu'est-ce que tu fais? C'est qui ces personnes? Je dis, bah, c'est mes modèles. Comment ça, c'est tes modèles? Donc, Oula, je leur expliquais rapidement. Mais c'est faut vrai un peu qu'ils de me voyaient contexte. toute la journée en train, voilà, sur des yachts avec 5-6 filles toute la journée. Ils me disaient, waouh, c'est ouf, qu'est-ce que tu fais? Et Je du coup, bah, travaille. voilà, je dis, bah, je travaille, c'est mon travail. Mais voilà, c'est vrai que pour le coup, je voulais pas forcément faire une formation. J'ai longuement hésité parce qu'au début, je me disais, bah, forcément, ça va amener de la concurrence. Mais en Mm. fait, après coup, en réfléchissant, et même aujourd'hui, je le dis, c'est que on dit souvent, ouais, mais t'as pas peur de former tes concurrents. Je dis, bah non, parce qu'en fait, chaque agence aujourd'hui a ses propres contrats avec ses modèles, et en fait, on travaille en collaboration avec les agences. Donc, c'est pas vraiment pareil hein, que Ouais, une. tu es limité dans les clients que tu peux servir. Tu peux pas Ouais. aider 10 000 modèles d'un coup à réussir. C'est ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, on a beaucoup de demandes même de créateurs et on ne les prend plus parce qu'on en a déjà beaucoup à gérer. Et il y a tout le temps des choses à faire, à implémenter ou des nouveaux réseaux sociaux à mettre en place ou du nouveau contenu. Donc en fait, on préfère se concentrer sur, là, on en a une vingtaine, mais même à terme, on va en avoir même une dizaine, je pense, voire même entre 5 et 10, mais plutôt des très gros modèles. Moi, j'ai pas mal d'agences aussi avec qui je parle aujourd'hui. Ils ont par exemple entre 3 et 5 modèles. Ils arrivent à générer même des fois 200, 300 000 par mois, mais parce que c'est des gros modèles. Donc nous, on a fait le choix au début de prendre un petit peu tout le monde. Et c'est vrai que ça peut être une erreur au départ de vouloir prendre trop de modèles d'un coup, parce qu'on va commencer à en signer une. Après, elle va nous ramener d'autres copines ou voilà, on va avoir beaucoup de visibilité d'un coup. Donc ça peut être une erreur et on peut être vite tenté. Mais c'est mieux de déjà bien lancer sa première modèle, après en prendre une deuxième, etc. Et scaler petit à petit. Nous, on a vraiment scalé trop vite et ça s'est retourné contre nous puisque à un moment, on était à plus de 45 modèles dans l'agence signés en même temps. Et c'était vraiment le bordel. Toute la journée, on se réveillait, on avait des WhatsApp de partout. Elle se plaignait parce que ça n'avait pas été fait. Forcément, on n'avait pas la structure pour à ce moment-là. Et du coup, bah forcément, en plus, ce genre de clients, une fois qu'elles sont pas contentes, généralement c'est des femmes, hein, la plupart du temps, bah, en fait elles vont très vite bah, changer de bord ou elles vont parler aux autres. Donc ça peut très vite partir en Avoir conspiration. un bouche à oreille négatif. Exactement, voilà. Donc il faut quand même faire attention par rapport à ça. Nous, c'est des erreurs qu'on a faites. Et forcément, bah, aujourd'hui, dans la formation, nous, on explique vraiment bah, tout ce qu'il faut faire et tout, au contraire, ce qu'il ne faut pas faire. Également, en termes de légalité, il y a pas mal d'agences, notamment aux États-Unis, j'avais vu, qui se sont fait attaquer par des modèles ou quoi que ce soit. Donc, il faut vraiment bien cadrer les choses pour que ça reste un business 100% légal et pas le faire de manière un petit peu détournée, comme souvent des agences peuvent faire. Donc par rapport à ça, du coup, il faut quand même faire attention à avoir un bon contrat, à faire les choses correctement. Donc ça, on l'apprend également dans la formation. Comme Euh, toute activité qui est nouvelle, voilà, ça, c'est quelque chose qui existait quasiment pas il y a 3-4 ans. Enfin, les chiffres de croissance de ces plateformes ont explosé ces dernières années. Mais forcément, comme toute nouvelle activité, bah, au début, c'est pas forcément bien régulé et l'idée, c'est de faire les choses le plus carré possible, enfin, dès le début, et pas se dire, bon, bah, c'est la jungle, tout est permis, on verra plus tard. Ouais, non, c'est ça. Et du coup, bah, suite à ça, du coup, on a lancé vraiment la formation. Donc ça, c'était en octobre 2021, 2022. Donc septembre, on a commencé à la créer. En octobre, on l'a lancée. Donc là, on est en avril 2023. Donc ça va bientôt faire plus de 6 mois qu'on a lancé la formation. On a déjà formé une centaine d'agences. Donc on est super content. On a une super communauté. Là, on a déjà fait deux petits événements à Paris et à Lyon. Là, on fait un autre événement en mai à Marbella avec un mastermind avec des élèves pendant 2 jours, avec des modèles, avec voilà, pas mal d'activités, des sessions de travail aussi, forcément. Parce Alors, qu'il si y c'est a... avec des modèles, du coup, c'est du B to B to C, dans le sens où tu as tes élèves de la formation qui gèrent eux-mêmes leurs modèles, qui créent du contenu pour des clients finaux. Il C'est manque plus que ça, les clients en mastermind et puis on a toute la chaîne complète. c'est ça, exactement.
C'est ça, exactement. Mais Du c'est vrai que B2B2C, c'est pas mal comme, comme histoire. c'est ça. Mais voilà, entre guillemets, après, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport au business model, savoir un peu comment ça fonctionne, ou d'autres questions même. Est-ce que Meryl, tu veux poser une question? Ah, mais je veux pas en poser une, j'en ai 14 sous le coude, là. J'essaie de me demander aussi, là, l'audience, quelle question les démange. Je ne sais pas s'il faut davantage parler de ce que vous faites avec les modèles, de comment vous gérez l'agence, ou plutôt du parcours derrière. La question qui me vient, c'est déjà les modèles que vous gérez, vous, en interne dans l'agence, sont que des modèles qui habitent au Mexique, ou vous gérez aussi des anglophones, des francophones ou autres? Alors non, on a vraiment international aujourd'hui. On a quelques Françaises, on a des Canadiennes, États-Unis, beaucoup Espagne, Colombie, Amérique du Sud généralement. Et on en a aussi un peu en Europe de l'Est, donc Roumanie, Ukraine notamment. Ok. Et après, on en avait eu quelques-unes à l'époque en Asie, mais c'est très compliqué en Asie parce que là-bas, c'est compliqué d'avoir des comptes, c'est compliqué même pour les transferts. Il y a pas mal Mhm. de régulations. Donc, nous, on préfère se concentrer sur des personnes qui sont voilà, dans des lieux qui sont plus aptes à faire du contenu de ce type. Et la question que j'avais lorsque tu déroulais ton histoire, c'était sur le point de la légitimité qu'on a évoqué. À quel moment tu t'es senti légitime, entre guillemets, d'aller voir une modèle et de dire oui, je suis apte à gérer ton marketing et à t'aider à obtenir des scores. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu comment ça s'est passé et comment tu as construit cette légitimité? Ouais, bah en fait, la légitimité, je l'avais un petit peu déjà, puisque j'avais quand même un beau parcours dans le marketing et dans la vente. Et donc, après, petit à petit, je me suis quand même bien formé. Ensuite, on a pris des premiers modèles. Donc, forcément, on a fait beaucoup de tests aussi Mm. au départ. Et même aujourd'hui, on continue à faire des tests. Et en fait, à partir du moment où on voit qu'on arrive à ramener des personnes sur le compte, qu'on arrive à faire des ventes, et après qu'on arrive à faire des grosses ventes, donc en termes de chiffres, bah là, on peut se sentir après légitime. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça va bientôt faire, parce que quand j'ai connu l'opportunité, c'était en avril 2021. Donc ça va faire 2 ans là bientôt. Et c'est vrai qu'au début, forcément, j'avais pas de résultats, j'étais pas forcément légitime. Mais après 2 ans, forcément, après tous les modèles qui sont passés, tous les comptes qu'on a pu analyser, qu'on a pu avoir en gestion, en fait, c'est tout le temps la même chose. Après, une fois qu'on connaît les stratégies, comme dans n'importe quel domaine, c'est comme une personne qui a fait 100 boutiques en dropshipping, il lance la 101e, il sait exactement le plan Mm. d'action qu'il va devoir appliquer pour la faire exploser. C'est quoi les erreurs que tu vois le plus souvent chez... Attends, parce que là, j'hésite entre deux questions. J'ai envie de te demander à la fois les erreurs que font les modèles, les créatrices, et aussi les erreurs que font tes élèves qui managent une agence de créatrice de contenu. Du coup, c'est une double question pour toi, Pierre. C'est quoi les erreurs que tu vois le plus souvent? Ouais. Alors, déjà, les erreurs que je vois le plus souvent au niveau des créatrices, c'est qu'il y en a beaucoup qui se lancent déjà un petit peu, elles savent pas pourquoi, juste parce que leur copine leur a dit ou qu'elles voient un petit peu sur Internet, mais c'est pas vraiment ce qu'elles veulent faire ou ce qu'elles aiment faire, ou c'est uniquement 100% pour l'argent. Donc forcément, dans le temps, ça dure pas. C'est un peu comme tout business, il faut quand même avoir un peu de passion à faire ça. Euh, donc voilà. Après, deuxième erreur que je vois au niveau des créatrices, c'est qu'elles sont pas constantes. Il y en a, elles vont faire un peu de contenu au début, elles vont poster, après elles vont plus rien faire pendant un mois. Donc forcément, les fans qui arrivent sur les comptes pour voir du nouveau contenu, ils sont déçus parce qu'ils Mmh. n'ont pas de nouveau contenu. Également aussi, une erreur que je vois souvent, c'est des créatrices du coup qui vont essayer de vendre du contenu, mais en fait qui est déjà disponible gratuitement, par exemple sur leur Instagram ou sur leur TikTok. Et donc forcément, en tant que fan, on va se sentir trompé, on va se sentir euh, dupé par ça, du coup, parce qu'on aurait pu l'avoir gratuitement, on va payer quelque chose qui est... Donc il faut quand même faire attention à ça au niveau de la stratégie, de la cohérence, au niveau du contenu. Et après, généralement, il y en a aussi beaucoup qui répondent pas aux messages, alors qu'en fait, 80 à 90% des ventes, on les fait par message privé sur les plateformes, donc en chattant avec les fans et en vendant ce qu'on appelle du PPV, c'est le pay-per-view. Donc, on envoie une photo, une vidéo, on met un tarif, donc 20 euros, 30 euros, 50 euros, et la personne, du coup, pour débloquer le contenu, doit payer. Il y a aussi beaucoup la partie tips. La partie tips, donc, c'est des pourboires que les fans peuvent envoyer, soit pour rien en échange, parce qu'ils ont apprécié, ils apprécient leur contenu, ou ils veulent lui faire un cadeau, ou qu'ils aiment bien parler avec elle, ou soit en échange d'un contenu, ce qu'on appelle custom content, donc un contenu personnalisé.
Donc, ça peut être une photo personnalisée, une vidéo personnalisée en fonction de ce que le fan a besoin de voir ou cherche à voir. Donc, forcément, à chaque fois, c'est toujours, ça c'est très important, c'est toujours le créateur qui choisit si oui ou non il veut faire la demande. C'est quand même son image, donc c'est toujours lui qui va dire oui, je fais ça, ou non, ça, je fais pas. Donc, comme ça, au moins, on connaît à chaque fois ses limites et on les respecte. Ça, c'est hyper important. Mais voilà, de manière générale, c'est ça, c'est qu'ils répondent pas forcément parce qu'ils n'ont pas le temps. Et c'est pour ça qu'avoir une agence en tant que créateur, bah, c'est hyper important parce qu'aujourd'hui, en tant que créateur, on doit faire le contenu, on doit l'éditer, on doit le poster, on doit mettre en place des stratégies marketing. En plus de ça, on a des centaines de messages de nos fans. Donc en fait, on se retrouve un peu prisonnier à répondre à tout le monde. D'où les Alors chatters, donc, que tu évoquais tout à l'heure. exactement. Mais sauf que la plupart des créateurs, en fait, moi je me suis rendu compte, 90% aujourd'hui des créateurs, même peut-être plus, passent par des agences parce qu'ils veulent pas se prendre la tête à faire tout ça. Ils préfèrent déléguer à une agence toute cette partie-là et se concentrer que sur le contenu. Et du coup, c'est un peu ça aussi notre rôle en tant qu'agence, c'est qu'on va vraiment mettre en place tout pour que le créateur, il ait plus rien à penser, il est juste à appliquer, voilà, au niveau du contenu, voilà ce qui pourrait être bien, qu'il ait un plan de contenu, il le fasse, il nous l'envoie et après on s'occupe de tout. Hmm. Finalement, ça a du sens parce que tu prends les influenceurs classiques, style télé-réalité, ils font des placements de produits, etc. C'est pas eux qui vont répondre en privé à leurs clients, etc. Ils vont juste faire la publicité. Voilà, je mets en avant ce que je vends. Derrière, c'est l'agence qui s'occupe de trouver les produits. Enfin, l'influenceur a sa zone de génie et elle ne s'occupe que de ça. Donc, pour ce type de modèle, finalement, c'est logique qu'elles aussi apprennent à déléguer toute la partie autre que leur zone de génie. Mhm. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, on est aussi comme une agence d'influenceurs parce qu'on a certaines modèles qui sont influenceuses également, qui ont plus d'1 million d'abonnés. Et en fait, au-delà de gérer leur compte et de prendre un pourcentage, parce que le business model, c'est quoi? C'est généralement, toutes les agences, c'est on prend un pourcentage. Donc, on a un contrat de prestation de service en échange d'un pourcentage du résultat. Donc, en fait, la modèle, elle peut jamais perdre. Surtout si Hmm. elle démarre de zéro, parce qu'aujourd'hui, elle fait zéro. En passant par l'agence, bah, c'est uniquement au pourcentage. Généralement, c'est entre 40 et 50% sur la norme générale de toutes les agences dans le monde. C'est 40 à 50%. Certaines agences, des fois, vont essayer de prendre plus ou moins, ça dépend. Pour des très gros modèles, généralement, c'est pas 50%, ça va être plutôt autour des 20, 25, 30%. Mais voilà un petit peu de manière générale comment ça fonctionne. Mais en fait, c'est 30% ou 40% ou 50%, mais pas que sur les ventes. Ça peut être aussi, c'est négocié au départ, forcément, sur les placements de produits. Donc, nous, on a des influenceuses qu'on place aussi. Par exemple, on a des influenceuses qui sont au Brésil, on en a au Mexique, et on a beaucoup de demandes pour ce type de profil, pour notamment des placements en casino en ligne. Donc, en fait, on les place pour promotion de casino en ligne, des applications, tout ça, notamment parce qu'elles ont des groupes Telegram ou même sur Insta, mais surtout sur Telegram. Et du coup, les casinos, eux, payent très bien aussi les placements. Donc, forcément, nous, on va toucher, on va négocier, on va s'occuper des contrats, etc., de la négociation. Et ensuite, on va toucher un pourcentage sur tout ça. Et admettons que tu fais 50-50 avec la modèle. S'il y a un chatter qui doit intervenir, du coup, est-ce que tu fais aussi le chatter, est-ce qu'il est payé en fixe? Est-ce qu'il est payé sur un pourcentage de ses ventes? Comment ça se passe? Ouais. Alors non, généralement, les chatters, eux, ils sont payés entre 10 et 15% de ce qu'ils vendent. Donc, Ok. imaginons que la modèle, elle vend pour 1000 euros. Donc, le chatters, lui, il va toucher. Donc, dans les 1000 euros, imaginons qu'il y a 800 euros qui est du PPV et 200 euros qui est de l'abonnement. Parce qu'il y a les abonnements également. Sur ça, normalement, les chatters ne touchent pas. Donc, ça dépend dans les agences. Il y en a, ils leur donnent surtout, mais généralement, ils ne touchent pas parce que ce n'est pas leur travail qui a fait que ça a ramené des abonnements. Ça, c'est plus, on va dire, le marketing de base. Par contre, eux, ils vont toucher sur tout ce qui est PPV, les types, enfin, tout ce qui va être généré par Les message. upsells, finalement. Sur le nurturing plutôt que sur l'acquisition, en fait. Exactement, ouais. Tout ce qui est vendu au sein du compte, ils vont toucher dessus. Donc, Et, imagine, et, moi, je suis Chatters, je vends pour 1000 euros, bah, je vais toucher, en fonction de mon contrat, si c'est 10%, je vais toucher 100 euros. Ou c'est 15%, 150. et du coup, ma question, c'est, admettons qu'il touche 10%. Donc, il y a 1000 euros de CA, il touche 100 euros. Les 100 euros, est-ce que c'est 50 euros la modèle qui donne et 50 euros l'agence, ou c'est l'agence qui prend à 100% les frais, qui du coup, c'est l'agence qui donne les 100? Non, en fait, c'est l'agence. Parce que elle, la modèle, dans tous les cas, elle va prendre 50% de ce qui reste après le prélèvement de la commission de la plateforme. Donc, ça D'accord. veut dire que sur 12 000 euros de vente, il va rester 10 000. Donc, elle va prendre 5 000. Et après, nous, sur les 5 000 qu'on prend, on doit Si tu payer, décides de déléguer, on doit, tu on prends en doit payer charge. les Ok. 10%, c'est ça. Ça, c'est Ouais, dans les logique. charges de l'agence.
Donc réellement, au final, à la fin, il reste pas 50%. À Ok. part si c'est la personne qui a l'agence qui fait lui-même le chatting. Moi, j'ai beaucoup Mm. d'étudiants, ils font eux-mêmes le chatting et ils arrivent à faire plus de ventes généralement quand c'est eux-mêmes. Forcément, c'est pour eux dans leur poche à la fin, parce qu'ils prennent 40 ou 50%. Mhm. Mais sinon, généralement, voilà, c'est déduit après en termes de charges. On va dire que le chatting, c'est les plus grosses charges de ce business. Après ça, il y a juste, on peut acheter un peu de promo, mais généralement, le marketing est plutôt organique. Donc, ça veut dire qu'il coûte 0 euros en termes de. On ne paye pas de la publicité, c'est plus Et voilà, du c'est marketing. dur de faire passer de la pub sur ce type de produit aussi. Alors, Facebook. on peut, il y a des méthodes un peu black hat, du go-fucking, tout ça, mais généralement, le plus commun, si on veut investir, c'est d'acheter directement des fans. Donc ça se fait beaucoup. Ce qu'on appelle le GG dans le jargon du milieu, ça veut dire Guaranteed Gain. Donc ça veut dire qu'on va payer par exemple 100 fans directement à une autre modèle. Et en fait, tout ça, on peut le traquer avec un lien. Et en fait, elle va envoyer de la publicité directement depuis ses DM et depuis ses posts. Elle va pas envoyer. En fait, c'est ce qu'on appelle c'est un peu comme un shout-out sur Instagram. Mm. Sauf que c'est fait directement sur OnlyFans, sur Nîmes ou sur une autre plateforme qu'on veut avoir des fans de cette plateforme-là, d'une autre modèle qui en a déjà beaucoup. Et on la paye pour 100 fans. Et généralement, en fait, elles ont des tarifs, elles ont un catalogue. Voilà, pour 100 fans, par exemple, c'est 100 $. Pour 250 fans, c'est 200 $, etc., etc. Mais après, cette chose-là, ça peut être très, très bien. Nous, au début, on l'utilisait beaucoup. Et notamment, toutes les personnes que je rencontrais au Mexique, en fait, leur trafic, c'était quasiment que ça. Elles faisaient pas de TikTok, elles faisaient pas, elles postaient même pas sur Insta, limite, elles n'avaient pas d'Instagram. Juste, elles achetaient, elles achetaient, elles achetaient. Mais le problème, c'est qu'au final, au fil du temps, ça s'est un peu dégradé parce que les fans, ils se sont retrouvés à être achetés sur plein de comptes. Donc forcément, au bout d'un moment, bah, soit ils ont plus d'argent, soit ils veulent plus payer, soit ils sont déjà abonnés à trop de comptes. Et Mhm. donc la qualité, ça dépend aussi de à qui on l'achète. Parce que si c'est une personne qui en vend tous les jours régulièrement, bah, vaut mieux pas acheter. Alors que si c'est une personne que c'est nous qui l'avons trouvée ou qu'elle vend très rarement, là, ça peut être intéressant parce que ces fans-là, ils sont pas forcément spammés de pubs toute la journée pour aller voir d'autres modèles. En gros, si je comprends, pour 100 $, elle va envoyer un message à 100 de ses clients pour dire, tiens, j'ai une copine qui a un compte. Et ensuite, bah, c'est toi et ta chance de savoir si sur les 100 messages, il y en a 80 qui vont s'abonner sur le deuxième modèle ou que 5. Non, en fait, Non? les GG, c'est garanti en fait. C'est-à-dire que elle va elle va t'envoyer de la pub jusqu'à ce que tu aies tes 100 fans. Donc Mm. c'est ça qui est plutôt bien, Ok, c'est que tu es obligé d'avoir tes 100 fans. ok. Le problème, c'est que bah, nous, on a une petite stratégie en fait, c'est que parce que généralement, c'est des modèles qui ont des comptes gratuits de base, donc elles ont par exemple de partout. Donc nous, on veut pas forcément ce genre de fans-là parce que c'est pas des gens qui ont un gros pouvoir d'achat derrière pour payer du contenu. Donc ce qu'on fait, tout simplement, c'est qu'on va bloquer avant la promo parce que ce qui est bien, on peut bloquer des pays par rapport à l'IP. Donc on va Ok. bloquer par exemple, les pays bah, qu'on estime où on veut pas forcément avoir des fans de ce pays-là ou que nous-mêmes, on parle pas forcément ces langues-là. Par exemple, Mhm. si c'est une modèle, on veut que des Français ou généralement les GG, c'est plus aux États-Unis. Donc c'est plus des fans anglais. Sur le marché français, c'est pas encore trop développé. Mais aux États-Unis, par exemple, OnlyFans, c'est 85% à peu près des fans qui sont des États-Unis. Donc, c'est beaucoup plus une audience US. Donc là, il y a beaucoup plus de modèles qui font ça. Donc, en fait, on va bloquer beaucoup de pays. On va laisser, par exemple, États-Unis, Europe, UK, tout ça, Australie. Et tous les autres pays, par exemple, Amérique du Sud, tout ça, on veut peut-être pas forcément en avoir. Donc, on va bloquer. Donc, forcément, c'est un peu plus long à arriver, mais on sait que les 100 fans, bah, ce sera quand même un peu plus quali en faisant ça. Ok. On a une pensée évidemment pour tous ces clients finaux qui se retrouvent toute la journée à discuter avec des étudiants. Si ça Ouais, se c'est ça. démocratise trop, ils risquent d'entendre ça et de pas être contents. Mais Bah, en fait, il y en a qui savent, hein. Il y en a qui savent, mais ça les dérange pas forcément. Parce que la plupart des fans, en fait, il faut savoir, il y a plusieurs types de fans. T'en as qui sont là juste pour voir du contenu. Donc, eux, ils n'ont pas envie de parler. Voilà, ils vont juste acheter quand il y a une nouvelle vidéo ou un truc qui leur fait plaisir. T'en as, ils sont là vraiment limite que pour parler. Et un peu aussi pour le contenu. Forcément, c'est plus sympa de parler avec une Russe super jolie qu'avec Robert camionneur 45 ans, c'est pas la même chose. on Donc l'embrasse, il nous écoute certainement. ouais. Et donc c'est vrai qu'il y en a beaucoup, bah, ils se disent waouh, je parle à cette fille-là, etc. Et ça, en fait, ils ont l'impression que c'est leur petite amie virtuelle. En fait, c'est un peu ça. Et nous, ça Mm. d'ailleurs, on le marque bien dans les bios. On dit je suis ta petite copine virtuelle. Comme ça, si un jour on a un fan qui nous dit mais en fait c'était pas toi, bah oui, mais c'était bien écrit.
c'était bien écrit, je suis ta petite copine imaginaire ou virtuelle. Et il y Hmm. en a beaucoup, Pour c'est se ça. protéger. Bien sûr, ouais, il faut se protéger légalement, on ne sait jamais. Donc ça, c'est hyper important. Et du coup, on a aussi des gens qui sont là, voilà, ils sont pas forcément bien dans leur vie, ils ont besoin de parler un peu comme un psy, et en fait, ça leur fait extrêmement du bien. Nous, on n'a jamais eu de soucis avec des fans, hein. Franchement, les seuls problèmes qu'on peut avoir, c'est si par exemple, on a un chatters qui va vendre un contenu que le fan a déjà acheté ou qui se trompe ou des choses comme ça, mais généralement, on arrive toujours à rattraper. Donc ça, il n'y a pas de souci. Ou un fan, par exemple, qui va payer un custom. Donc la modèle, on lui envoie, et sauf que bah, pour X raison, elle ne le fait pas forcément, ou elle oublie, ou elle met trop de temps à le faire. Donc là, forcément, lui, il a la possibilité de se faire refund. Mais Hmm. généralement, à part ce genre de problème-là, c'est Comme pas nous. toute entreprise classique où il y a des colis qui n'arrivent pas ou des retards. Là-dessus, il y a rien d'extraordinaire. Je Ouais, me c'est ça. permets, juste avant la prochaine question, qu'on boucle la boucle quand même, parce que là, on a eu les erreurs des modèles, mais l'audience attend aussi les erreurs des agences qu'on a évoquées tout à l'heure. Ouais, bah, les erreurs des agences, la première erreur, c'est des agences qui sont pas formées, donc qui vont pas forcément faire de contrat ou un contrat qui est pas forcément, qui les protège pas. Donc ça, c'est pour moi, c'est la base de tout. Avant de commencer à travailler avec une modèle, il faut faire signer un contrat. Ça, c'est vraiment primordial parce que si jamais, pour X raison, ça se passe mal et qu'elle veut se retourner, bah, si l'agence n'a pas de contrat, bah, ça peut être quand même très très grave. Je ne connais pas toutes les lois, mais je pense qu'elle peut carrément aller en prison parce que ça peut être considéré, il n'y a pas de, voilà, c'est pas cadré, quoi. Il n'y a pas de prestation qui est vraiment signée, etc. Il n'y a pas d'accord. Donc, il faut vraiment avoir un accord pour travailler avec le contenu parce que c'est généralement pas tout, hein, mais la plupart, c'est quand même du contenu qui est un peu exclusif, explicite. Donc, on manage du coup du contenu qui est explicite. Il faut faire attention. Donc ça, c'est la première erreur. La deuxième erreur, bah, c'est comme je le disais avant, c'est de vouloir prendre tous les modèles d'un coup, de vouloir signer plein de modèles alors qu'on est tout seul ou juste avec son associé et qu'on n'a pas forcément de chatters, qu'on n'a pas forcément d'équipe. Donc forcément, elle, la modèle, elle va s'attendre à voilà, si elle signe dans l'agence, elle veut que ça soit rapide. Les résultats, elle veut que ça soit hyper rapide. Donc si on arrive ou s'il y a déjà plein de messages en attente et qu'on se retrouve à avoir 3-4 modèles à gérer avec 100 messages par modèle par compte par jour. Donc c'est beaucoup, ça fait 400 messages par jour, enfin même pas message, conversation. Donc c'est beaucoup de travail. Donc c'est pour ça qu'il faut y aller petit à petit, prendre une, après prendre un chatter, après prendre une deuxième, etc. Mais ça, c'est une deuxième erreur que je vois. Et troisième erreur, bah, c'est de ne pas connaître un petit peu toutes les stratégies qu'il y a. Donc forcément, il y en a, ils vont juste se dire, bon, bah, on va faire deux, trois TikTok, mais ils ne comprennent pas comment fonctionnent les algorithmes. Pareil pour Instagram, où ils vont faire des erreurs classiques du type, je vais mettre le lien OnlyFans dans la bio pas du Tinder, ouais, du Tinder ou du TikTok. Et en fait, directement, bah, si on ne comprend pas comment fonctionnent les algorithmes, le compte se fait ban immédiatement. C'est comme sur TikTok, là, aujourd'hui, on peut plus dire le mot OnlyFans en live. Une modèle qui dit OnlyFans, allez voir mon compte OnlyFans, hop, ban instant. Hmm. Ça, il faut faire attention. Il y a des petites stratégies, on peut dire OF ou aller voir le lien dans ma bio. Organisme de formation, bien sûr, on a bien compris. Oui, bien sûr, de formation, voilà, c'est ça. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment les trois choses. C'est déjà de bien se former. Et aussi, une des clés du succès de ce business en tant qu'agence, c'est d'être connecté, d'avoir un réseau d'agences. Nous, aujourd'hui, la force qu'on a, c'est qu'on a notre communauté qu'on a en France, mais on a aussi un énorme réseau d'agences avec qui on parle tout le temps. Aux États-Unis, on en a qui sont en Thaïlande, partout. Donc ça, c'est vraiment un gros avantage aussi, parce que dès qu'on a un petit problème ou dès que on veut apprendre ou qu'il y a un truc qui change au niveau des algorithmes, bah, on peut parler avec deux agences. Ah, est-ce que toi aussi tu as le même souci? Oui. OK, comment tu as réussi à contourner? Donc en fait, on va gagner du temps. On va gagner beaucoup de temps par rapport à ça. Ok. Super, merci pour tes réponses. Je crois, Christopher, tu avais quelque chose sur le bout de la langue avant que je t'interrompe. Bah finalement, ouais, tu as répondu. Ma question justement pour ce business-là, c'était bah voilà, en gros, enfin comme n'importe quel business, le plus dur c'est de le faire démarrer. Et c'est-à-dire que ma question c'était qu'est-ce qui se passe si une modèle, tu la fais passer de 0 à 2 000 € par mois, admettons, et qu'elle elle décide, bon bah c'est bien, mais maintenant je vais continuer sans agence. Et c'est justement une des erreurs que tu disais, si t'as pas de contrat et tout, bah t'es amené à être livré à toi-même et pas avoir de solution de repli finalement. Ouais, c'est ça. J'avais une, Exactement. j'avais une question un peu plus méta. C'est c'est un business model particulier, ou plutôt ce sont des contenus très spécifiques. Et du coup, euh, j'essaie de formuler ma question de manière intelligente.
c'est quoi ta vision par rapport à ce business model? Parce qu'on pourrait te reprocher euh, de, de, je veux dire, quand on passe de l'entrepreneuriat classique à manager des modèles, ça peut être mal perçu. On peut aussi avoir peut-être des peurs que la loi change ou des reproches ou que ce soit mal vu. C'est quoi ta vision par rapport à l'éthique autour de ce business model? Ouais. Bah, moi, pour le coup, c'est vrai il y a, on peut vraiment avoir une vision négative de ce business-là. Généralement, c'est le cas, surtout en France, c'est un peu tabou de parler de contenu comme ça. On va dire, bah, voilà, Argent et sexe, ouais. ouais, voilà, Ok. c'est ça. Donc les deux Et en si en même plus c'est un temps. OnlyFans religieux, alors là, t'es foutu. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que nous, on a vraiment une super éthique. Enfin, en tout cas, dans l'agence, on est hyper éthique dans le sens, comme je disais, avant de prendre déjà des modèles, on va faire un call avec elles. On va ensuite leur envoyer tout un questionnaire pour vraiment comprendre ce qu'elles veulent faire, ce qu'elles veulent pas faire. Et on va toujours respecter leurs limites. Donc ça, c'est hyper important. Je sais qu'il y a beaucoup d'agences qui ne le font pas forcément, qui, elles, voilà, elles disent envoie-moi ton contenu et elles vont l'utiliser un petit peu comme elles le souhaitent, quoi. Donc nous, on fait quand même vraiment attention à l'image des modèles qu'on a. On a aussi mis en place en fait deux choses dans l'agence. On a du coup une personne qui, en cas par exemple, parce que généralement c'est des profils, certains sont très instables émotionnellement. Donc nous, on a une personne voilà, dans l'équipe, une assistante qui peut les appeler voilà, si elles ont besoin de Hmm. parler, etc. Donc ça, c'est hyper important. Et deuxième point aussi, on a des solutions au niveau juridique. Euh, on travaille avec des sociétés en fait qui s'occupent, parce qu'il y a beaucoup dans ce milieu-là en fait de leaks. Donc c'est leaks, c'est des fuites de contenu. Donc par exemple, un fan qui va réussir avec son téléphone à prendre la vidéo de ce qu'il a acheté, qui normalement est réservé uniquement pour lui, il n'a pas le droit. Dans les conditions, c'est interdit. Et c'est pour ça que les plateformes, en fait, quand on vend un contenu, quand le fan plutôt paye un contenu, en fait sur la vidéo, il va avoir son pseudo en filigrane de partout. Bon, après, maintenant, avec l'IA, il y a des outils pour enlever, etc. Donc, ils arrivent à un peu enlever. Mais, euh, mais du coup, il y a quand même beaucoup de leaks de contenu. Et du coup, bah, forcément, pour l'image de ces modèles, c'est pas bon. Parce que leur contenu se retrouve gratuitement sur Internet. Et du coup, bah, forcément, elles en vendent moins. Donc, en fait, nous, on travaille aussi avec des sociétés qui font ça, qui s'occupent de scanner un petit peu le web avec l'IA, avec leurs outils, et de faire supprimer, en fait, faire des takedowns, des DMCA, faire supprimer tous les contenus comme ça. Donc ça, c'est assez classique dans ce milieu-là. Et donc ça, c'est également très bien en termes de services à proposer en tant qu'agence. Je sais qu'il y en a peu qui le mettent en avant, mais c'est quelque chose qui va rassurer aussi la modèle de se dire, bah, OK, si jamais il y a un souci, l'agence, il s'en occupe. Hmm. Donc ça, c'est très important. Euh, mais du coup, ouais, moi, pour le coup, ma vision de ce business model-là, alors oui, forcément, ça va être amené à évoluer. Ça a déjà pas mal évolué quand on voit les algorithmes qui changent tout le temps, Instagram, TikTok. Au départ aussi, par exemple, on utilisait beaucoup Tinder. Aujourd'hui, Tinder, il faut savoir qu'ils investissent énormément d'argent dans tout ce qui est l'intelligence artificielle, la sécurité, tout ça, euh, pour notamment éviter que quelqu'un se fasse passer pour quelqu'un d'autre. Donc, c'est devenu très compliqué. Nous, au départ, on faisait valider le compte une fois par la modèle, on pouvait gérer nous-mêmes ces matchs, etc., renvoyer vers les réseaux pour attirer du monde, et ça fonctionne très bien. Aujourd'hui, on est plus sur Bumble, parce qu'il y a un peu moins de sécurité que Tinder, parce que Tinder, c'est devenu vraiment, une fois qu'on est ban, c'est tout le téléphone qui est ban, hein. C'est-à-dire qu'on ne peut pas supprimer là, pour remettre l'application, on est obligé de racheter un téléphone, donc c'est un peu galère. Mais voilà, il y a plein de trucs comme ça qui vont être amenés à évoluer. Moi, personnellement, j'ai plutôt une bonne vision de ce business-là, puisque aujourd'hui, c'est les modèles qui viennent à nous. Elles ont besoin d'aide. Donc, c'est elles qui ont fait le choix de se mettre dans ce business-là. Nous, on les a jamais forcées. Pareil, au niveau du contrat, on les force pas à signer. On leur envoie le contrat, c'est elles qui signent, hein. Donc, c'est leur plein gré de vouloir faire ça. Euh, et du coup, moi, j'ai une bonne éthique, comme je disais, parce que je trouve que c'est gagnant, 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 dans le sens où bah, l'agence, on gagne, la modèle, elle gagne, et le fan, il gagne parce que lui, il est venu acheter quelque chose, ou il est venu, en tout cas, c'est lui qui a cliqué sur s'abonner, sur faire les choses, enfin, personne ne l'a fait à sa place. Donc, tout le monde est content, en fait, au final. Donc, c'est un business qui fonctionne bien. Et pour moi, c'est encore que le début. Ça veut dire que on regarde en France, il y a peut-être plus d'un million de personnes, de créateurs qui font ça en France, peut-être un peu moins, hein, peut-être 500 000, entre 100 000 et 500 000 peut-être. Mais en termes d'agence, il n'y en a même pas 1000. Donc en fait, il y a beaucoup plus de demandes que d'offres disponibles. Et même en termes d'agence, aujourd'hui, la plupart des agences qui sont là, elles ont peut-être une à trois modèles. Et en fait, elles arrivent très bien à générer de l'argent avec ça. Ça leur prend déjà 100% de leur temps, la plupart du temps. Donc elles n'ont pas forcément envie d'avoir d'autres modèles. Donc il y a beaucoup plus de demandes que d'offres.
Donc forcément, c'est amené à exploser de plus en plus. Déjà, si on regarde les chiffres d'OnlyFans, OnlyFans, je ne sais pas si vous avez suivi un peu leur chiffre d'affaires, mais ça double chaque année, c'est un truc de fou. Et par exemple, là, en 2022, ils ont fini à 12,5 milliards de CA, enfin de ventes, Hein. pas de chiffre d'affaires, de ventes réalisées sur la plateforme. Donc eux, Ah, ok. généralement, ils prennent 20%. Bon, après, des fois, il y a des liens affiliés, tout ça, mais on va dire qu'en moyenne, ils prennent entre 10 et 20% sur les 12,5 milliards. Donc c'est Ah ouais. énorme. Alors qu'en 2021, ils ont fini à 6 milliards. Donc en fait, on voit que les ventes, ça fait que monter. Et ça se peut que là, en 2023, ça atteigne les 24 milliards de ventes sur la plateforme. C'est Vous n'avez ça pas peur l'avantage que... de. Ouais, Pardon. vas-y. Tu parlais des algorithmes, donc là, tu as évoqué Tinder. TikTok et Instagram ont l'air de plus en plus au fait de ce qui se passe au niveau de ces promotions. Vous n'avez pas peur de vous retrouver à court de ressources et que ce soit extrêmement difficile de promouvoir le travail d'une créatrice? Bah, en fait, non, parce que au final, quand il y en a un qui met des barrières, bah, en fait, il y a toujours une autre solution. Parce que l'autre, il va se dire, OK, bah, Tinder, ils ont bloqué ça, bah, nous, on va laisser encore un petit peu, ça va ramener du monde. Ah, les Au concurrents de final, Tinder qui voilà, c'est vont... ça, par exemple, Bumble, bah, Les petits, ils se forcément, disent on prend quoi. ouais, c'est ça. Bah, exactement, exactement, c'est totalement ça. Puis aujourd'hui, on a aussi quand même Telegram où on peut faire un peu ce qu'on veut sur Telegram. On a Twitter avec les options également. Quand on active le NSFW, on peut activer bah, du coup le contenu Not comme ça. safe for work. Exactement, ouais, c'est ça. Et du coup, donc avec Twitter, Telegram, il y a toujours des possibilités. Et même avec, en vrai, des techniques de black hat, on peut toujours réussir à contourner les algorithmes. Par exemple, il y a des choses, nous, on ne le fait pas forcément, mais j'ai des élèves qui le font, c'est du cloaking. Donc, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont réussir à faire de la publicité, par exemple, sur Facebook pour un compte OnlyFans. Donc, ils vont envoyer, en fait, à Facebook une page A. Par exemple, bah voilà, quand on clique, ça arrive sur une page de fitness, mais en fait, réellement, le mec qui clique, il arrive sur son compte. Donc ça, c'est ce qu'on appelle du cloaking. Donc c'est pas du tout légal hein, pour le coup. C'est des techniques black hat. Normalement, on n'a pas le droit de le faire. C'est contre les conditions de Facebook. Hmm. Mais voilà, il y a plein de personnes dans ce milieu-là qui utilisent ce genre de technique pour pouvoir contourner les algorithmes. Comme j'allais dire, du fait que ce soit une activité controversée, tabou, c'est aussi l'avantage de se démocratiser, enfin, pour les agences, d'avoir vraiment tout terrain, parce qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient le faire, mais qui disent, ah, je sais pas, pour des questions éthiques, morales, etc. Donc, bah, tout ce temps-là de gamberge, ça laisse encore plus de temps aux agences de bien se développer, etc. Donc, c'est finalement un avantage concurrentiel. Euh, pour revenir sur la partie éthique et puis pour faire ma minute storytelling et rebondir sur une question, Pierre, faut savoir qu'on s'est rencontrés fin 2020 ou fin 2021, je sais plus. À l'époque, tu avais aussi un organisme de formation. Tu étais sur la fin, en fait, j'allais être un de tes derniers clients. Et bah, finalement, vu que ça s'est pas fait, je t'avais versé un acompte de 2 500 € à l'époque. Et bah, 2, 3 mois après, il y avait plus rien. Et moi, je connaissais pas trop bien Pierre à l'époque et je me suis dit, ah, je crois que ta boîte était à l'étranger. Donc, je me disais, ah, j'ai versé un acompte, la boîte à l'étranger. Enfin, clairement, si le gars me bloque, qu'est-ce que je vais faire? Et en fait, Pierre était super réglo, il m'a remboursé. Et déjà, bah, je tiens à te dire merci parce qu'il y a plein de gens qui auraient pu dire, voilà, mon truc est gelé. Donc, c'est-à-dire que toi-même, tu n'avais pas récupéré l'argent. Donc, tu aurais très bien pu me dire, bah, de toute façon, j'ai plus l'argent, donc pourquoi je vais te le rendre? Tu l'as quand même rendu, donc ça te différencie déjà de la. Je pense sincèrement qu'une majorité de gens n'auraient pas réagi comme toi. Donc pour le côté éthique, le fait que tu me le enfin le fait que tu le dises dans le podcast, moi j'y crois particulièrement parce que j'ai eu une preuve dans un tout autre contexte que ça a été le cas. Donc je suis convaincu par ce que tu dis. Et du coup, le deuxième point sur lequel je voulais réagir, c'est justement quand j'ai vu cet organisme de formation qui s'est fermé, moi, je me disais, voilà, là, ça y est, tout son business s'écroule, ça y est, c'est fini pour lui. Et il y a beaucoup de gens qui, voilà, la boîte, elle s'effondre et bah, ça y est, ils sont game over. Et toi, 6 mois plus tard, bam, tu es revenu avec ce business-là qui est dans un tout autre registre. Ma question, et on l'a vu, voilà, tu es passé de dropshipping à tunnel de vente, tout ça. Ma question, c'est comment tu fais pour réussir à tout le temps rebondir et garder ton enthousiasme sans jamais abandonner et te dire, même là, pour ton business actuel, tu dis, il y a plein de contraintes potentielles, etc. Et tu arrives toujours à être positif, trouver des solutions. Et d'où te vient ce mindset finalement? Mm. C'est vrai que c'est intéressant comme réaction. Et, euh, et ouais, pour le coup, bah, moi, j'essaie toujours, en fait.
peu importe le business que je fais, de faire les choses carrées. Donc, de pas scammer les gens, de toujours faire en sorte que tout le monde soit content. Parce qu'aujourd'hui, la réputation, c'est hyper important. On le voit, moi, ça va bientôt faire 5 ans que je suis dans le business en ligne. Et aujourd'hui, j'ai une très bonne réputation sur le marché. J'ai personne que j'ai arnaqué ou quoi que ce soit. Donc, je fais toujours en sorte de vraiment garder une bonne image. Et pour ça, il faut faire les choses éthiquement, comme tu disais, et faire les choses correctes. C'est vrai que tu parlais de l'organisme de formation. Alors, c'était pas le mien personnellement. On bossait avec un partenaire, mais on était entre guillemets apporteur d'affaires, partenaire avec lui. Et c'est vrai que ça nous a mis un gros coup quand il s'était fait bloquer, comme tu disais. Nous-mêmes, on a perdu beaucoup d'argent. On a dû rembourser aussi pas mal de personnes. Je me souviens bien, je crois que pour ton cas, on t'avait même remboursé en plusieurs fois parce qu'on n'avait plus on n'avait En plus deux de fois, ouais, trésorerie. tout à fait. On n'avait plus d'argent sur le compte, donc on avait dû en fait reprendre des done for you pour rembourser les personnes. Donc c'est-à-dire qu'on travaillait gratuitement juste pour en fait faire nos contrats de manière de respecter nos engagements avec notamment toi, tu n'avais même pas eu de lien, enfin tu n'avais rien pu avoir, au final tu avais payé pour rien. Ouais, je suis arrivé au tout dernier jour, quoi. T'es arrivé En tout chat noir. dernièrement, c'est ça. Mais bon, après, c'est des aléas qu'on peut pas forcément prévoir. Donc, nous, c'est vrai que moi, pour le coup, suite à ça, je crois que c'était en décembre 2021, comme tu disais, fin d'année 2021. En fait, après, je suis parti. C'était au moment où j'étais au Mexique. Et c'est vrai que c'était une période assez difficile parce que pendant quasiment 6 mois, en fait, on passait notre temps à gérer des problèmes, faire des calls, essayer de régler la situation. Donc là, aujourd'hui, on a réussi à régler quasiment 99% de tout ce qu'il y avait à régler. Donc on est plutôt content. Du coup, c'est vrai que c'était compliqué psychologiquement. Heureusement que j'étais peut-être dans un endroit aussi qui amène de la positivité. C'est vrai que quand on est au Mexique, j'étais à côté de, pour ceux qui nous écoutent, Cancun, Playa del Carmen, Tulum. Donc plutôt sympathique, Caraïbes, ciel bleu, etc. Ça coûte pas très cher, donc je pouvais quand même avoir un bon lifestyle pour pas cher. Donc j'ai réussi quand même à bien rebondir, comme tu disais. Et en fait, à chaque fois, moi, je vais vraiment déjà essayer de comprendre c'est quoi. En fait, je vais vraiment essayer de me focaliser, c'est quoi le truc qui, l'année prochaine, va exploser. Donc là, par exemple, quand j'ai vu que tout le monde parlait d'OnlyFans et que je voyais qu'il y avait très peu d'agences sur le marché, donc je me suis dit, let's go, il faut se lancer maintenant. Parce que dans un an, ce sera peut-être pas trop tard, mais en tout cas, je préfère toujours arriver au début, prendre beaucoup de parts de marché au début. Et après, ça s'essouffle petit à petit. Moi, comme tunnelderang.com, au début, il n'y avait pas d'agence quasiment. Je suis arrivé, on a pris beaucoup de parts de marché. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de concurrence. Mais j'essaie toujours de me projeter, de me dire c'est quoi the next thing, le prochain business. Un peu comme ceux qui sont lancés dans l'IA, ils se sont dit, ah, l'IA, ChatGPT, directement, ils ont créé une agence IA. Et là, ils ont explosé. Et en fait, moi, personnellement, je fonctionne comme ça. J'essaie toujours de me projeter et de comprendre c'est quoi ce qui va exploser. Et là, j'en suis persuadé aujourd'hui, OnlyFans, c'est pour ça que je mets 100% de mon énergie là-dedans, parce que quand je vois toutes les plateformes qui se créent, nous, on a beaucoup de gens qui créent des outils, des plugins, des CRM par rapport à ça. En fait, je vois, il y a tout un écosystème qui s'est créé. Alors, ça peut être régulé du jour au lendemain, hein. Comme tu disais, même OnlyFans, ils avaient, je crois que c'était l'année dernière, je sais plus, ou en 2021, ils avaient dit, c'est bon, on arrête tout ce qui est contenu NSFW, donc un peu explicite. Et en fait, ils ont fait ça pendant 2, 3 jours. Après, ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas, en fait, puisque 95% de leur chiffre d'affaires, c'est ça, même peut-être Ouais, c'est plus. notre client idéal. Et en fait, ils faisaient tellement d'argent avec ça qu'au final, parce que les créateurs, si demain OnlyFans y ferme, il y a plein de plateformes comme OnlyFans qui sont prêtes à les accueillir. Mhm. On a par exemple Mime en France, on a Fansly, on a, comment ça s'appelle maintenant, on a des trucs même pour les pieds, Fitfinder. Enfin, il y a plein de petites On vous plateformes met comme les ça. Même liens en des niches description, vous maintenant. inquiétez pas. Voilà. Mais c'est vrai que, non, c'est vrai que, de toute façon, il y aura toujours une autre plateforme pour récupérer les autres. Donc, ça, je me fais pas de soucis pour ça. Et les créateurs, ils trouvent toujours des solutions. Donc, pour moi, ça va pas forcément s'arrêter, s'essouffler. Au contraire, ça va faire qu'augmenter. Et forcément, moi, je le vois, ce business, je le fais vraiment d'un point de vue business, hein. Ça veut dire que moi, je fais pas de contenu pour moi. C'est juste parce qu'il y a de la demande. Moi, j'ai des compétences marketing. Je peux faire de l'argent avec ça. Donc, forcément, je vais le faire. Après, il faut que ça soit fait de manière éthique. Voilà. Ok. Justement, tu parlais de te projeter. Ce sera peut-être une de nos questions de la fin. Comment est-ce que tu te projettes d'ici les 12 prochains mois et, j'irai même au-delà, d'ici les 5 prochaines années? Yes.
Alors, c'est vrai que pour les 12 prochains mois, moi, là, je mets vraiment mon focus sur, comme je disais, bah, l'agence pour essayer vraiment de mieux structurer, d'avoir vraiment une équipe solide, de pouvoir faire de plus en plus d'événements avec les modèles, vraiment augmenter notre valeur par rapport aux autres concurrents, parce que, comme je le disais, il y a de plus en plus de concurrence qui arrive. Au début, c'était super simple. Ça veut dire que moi, j'ai lancé un site en une journée. On est arrivé premier sur Google, sur des mots-clés, etc. En fait, il n'y a quasiment pas d'agence. Aujourd'hui, bah, c'est devenu plus compétitif. Donc, on essaie toujours de relever un petit peu le niveau au niveau des services, au niveau de tout ça, pour avoir une meilleure expérience client. Et je me focus également du coup sur la formation pour développer l'écosystème parce que pour moi, bah, il y a encore trop de personnes qui cherchent des agences et il n'y a pas assez d'agences. Donc, j'ai envie vraiment de continuer à former des agences et également former les créateurs. Donc, du coup, on a créé Cash Content, c'est Cash Content Agencies pour former les agences. On a aussi Cash Content Creators qui forment directement les créateurs parce que j'ai plein de créateurs qui me contactent sur Instagram, sur YouTube, parce que j'ai vraiment lancé une chaîne par rapport à ça. Et du coup, ils me contactent, ils me disent, moi, j'ai pas envie de créer mon agence, mais je veux apprendre comment je peux moi-même gérer mon compte. Donc, on a lancé cette formation-là. Là, on a déjà une dizaine de créateurs qu'on rejoint. On a aussi lancé récemment Cash Content Chatters pour former aussi les chatters parce qu'il y a vraiment une pénurie sur le marché. Il y a plein d'agences, bah, ils veulent déléguer la partie chat et il y a plein de personnes qui veulent pas forcément bah, créer une société ou enfin, en tout cas gérer une grosse structure d'agence, gérer les contrats, les modèles, tout ça. Eux, ils veulent juste bah, faire de l'argent depuis leur téléphone. Donc, pour ça, il y a un nouveau métier qui est en train d'apparaître, c'est chatter. C'est un petit peu comme Closer, mais sans avoir à appeler les gens. C'est Mm. uniquement par chat. Et du coup, ils sont payés entre 10 et 15%. Donc ça, c'est aussi un métier qui plaît de plus en plus. Notamment, nous, on a beaucoup d'étudiants qui font ça un peu à côté de leurs études en France. Euh, Après, même si c'est en anglais, par exemple, bah, il y a tous les pays. Bon, ça, généralement, il y en a déjà beaucoup, par exemple, aux Philippines, etc., qui font, euh, qui font ce genre de métier. Et eux, là-bas, bah, forcément, ils peuvent gagner 50, 100 dollars par jour. C'est énorme pour un pays comme la Philippine, où c'est le salaire mensuel. Donc forcément, il y a de plus en plus de chatters qui vont apparaître également. Après, bah, comme tu disais au début, c'est vrai que je ne sais pas si vraiment les fans, au bout d'un moment, vont se rendre compte que c'est pas forcément la modèle qui leur parle. Donc ça, c'est aussi un truc qu'on verra dans le futur. Ça fera partie des surprises. Mais forcément, si les chatters augmentent, les agences augmentent, bah, c'est vrai que ça peut faire des problématiques par la suite. Pour ça qu'il faut se lancer maintenant, parce que là, aujourd'hui, c'est un peu comme se lancer en dropshipping en 2018, quoi. Il n'y a personne. Et même si on fait des trucs un peu à l'arrache, juste en suivant une formation et en appliquant, bah, on peut avoir des très bons résultats. Nous, c'est pour ça qu'on a tous nos élèves, ils sont hyper satisfaits. On est super contents parce que bah, les gens, ils appliquent. Il y en a, ils arrivent en un mois, des fois, à faire des 10 000 euros. On est là, on fait, waouh, c'est. Par exemple, j'ai un élève là, j'ai fait une interview avec lui aussi, une étude de cas. En 2 mois, ils ont fait 30 000 euros. Ils sont deux et ils sont encore au lycée. Ils vivent chez leurs parents, ils n'ont même pas le bac et ils font 30 000 euros. Bon, après, ils passent du J'arrive pas à temps, hein, savoir si je suis impressionné ou choqué en fait. Ah ouais, Je bah suis là, en très plus, mitigé sur on les cette a information. rencontrés on les a rencontrés à Paris en plus là. Et quand on les voit, on se dit, waouh, ça, c'est ouf. Il y a même leur père qui est devenu un client. Ah, c'est vrai que c'est dingue quand même, c'est vraiment dingue. Et c'est vrai que la plupart des gens qui créent l'agence dans la formation, c'est plutôt des jeunes généralement, plutôt des hommes aussi. On a quand même, je crois qu'on a 2 ou 3 filles dans l'agence qui ont pris la formation pour créer leur agence, parce qu'elles avaient d'autres copines qui faisaient ça. Et elles ne voulaient pas forcément le faire, mais elles étaient bien entourées de gens qui faisaient ça. Donc elles se sont dit, bah, pourquoi pas les manager. Donc on a plusieurs femmes C'est même un également. bon Euh, positionnement, je pense, de dire j'ai une agence de modèles, mais notre particularité, c'est qu'on est en mode girl boss et c'est une manière de se démarquer des autres agences concurrentes finalement. C'est ça. Au final, on fait pas le contenu nous-mêmes, mais on touche plus parce que si on prend 50% sur 3 modèles, c'est comme si on touche plus que si Mhm. on prenait 100% de nous-mêmes. Donc, Mhm. moi, je trouve ça plus intéressant de créer une agence, du coup, parce qu'on peut faire plus d'argent que tout seul. Ça dépend le métier que tu as envie de faire finalement à ce stade. Ouais, c'est ça. Après, il faut voir ce qu'on a envie de faire, hein. Mais c'est vrai qu'il y en a, ils sont faits pour être entrepreneurs, d'autres non. Il y en a, ils veulent juste faire du contenu, pas se prendre la tête. Mhm. C'est vrai qu'on a des créateurs, nous, ils bossent moins d'1 heure par semaine. Et juste, ils font le contenu. Une fois que le contenu est fait, bah, nous, on gère tout. De temps en temps, on leur dit, bah voilà, il y a ça à faire. On a beaucoup de créatrices qui Mhm. sont. D'ailleurs, nous, moi, je pensais vraiment que c'était un milieu un peu.
un milieu voilà, pas du tout éthique. Enfin, il y en a qui font pas éthique, mais généralement, la plupart des agences que j'ai dans mon réseau, ils font ça de manière hyper carrée. C'est des gens très, très intelligents. Même les créatrices, la plupart sont, moi, je pensais que c'était un peu, voilà, comme les influenceurs de la télé-réalité, tout ça, mais il y en a beaucoup quand même qui sont très, très smart, qui ont vraiment, voilà, qui placent après leur argent en crypto, en bourse, enfin, vraiment, qui placent leur argent de manière intelligente, Une vraie stratégie derrière. avec une vraie stratégie, c'est ça. Mais t'es Et obligé, parce que tu sais que tu pourras pas être créatrice toute ta vie non plus. Il y a ce ça, c'est quand milieu-là. même un business qui est assez court, hein. Généralement, les créatrices, c'est moins d'un an. Elles font ça en moins d'un an. Plus elles changent souvent d'agence, à part vraiment celles qui sont constantes, notamment celle que j'ai rencontrée qui avait fait 2 millions. Elle, ça faisait 4 ans qu'elle faisait ça. Mais pareil, bah, elle investissait, et elle avait déjà sa maison, sa voiture, son truc. Elle avait plein de crypto. Du coup, elle a dit, moi, je fais encore ça pendant un an ou deux, et après, voilà, toute ma vie, je suis tranquille, quoi. Donc voilà, après chacun ses objectifs, mais on a beaucoup d'ailleurs de créatrices qui sont mariées avec des enfants. Nous, on parle aussi avec leur mari, ils nous envoient quand c'est notre anniversaire ou quand c'est leur anniversaire. Enfin, on crée vraiment des relations. Et ça aussi, c'est un point clé, c'est vraiment, il faut voir ce business-là, pas juste comme, voilà, on m'envoie du contenu, je fais de l'argent avec. Il faut vraiment essayer de créer des relations aussi avec ces modèles, parce que déjà, pour la pérennité de la relation, enfin, dans le temps, bah, elle ne va pas aller voir une autre agence si on a une bonne relation avec elle. Alors que si on est là juste, voilà, en mode très très business, bah, généralement ça marche pas forcément. Il faut quand même mettre des relations humaines dans le truc. Ouais, c'est un business d'humain à humain, justement. C'est anti-IA ou c'est la relation dans tous les niveaux est au cœur du projet, C'est quoi. ça, ouais. Ben, Tellement. pareil pour les chatters. On a des chatters, on voit quand on récupère des comptes, par exemple, ils prennent des chatters voilà, en Philippines et en fait ils font juste des messages de masse mais robotiques, copier-coller. Donc ça marche pas en fait. Aujourd'hui, ce qui marche, c'est vraiment de prendre le temps aussi avec le fan et c'est ça que le fan va rester, va payer parce qu'il se sent considéré. Mhm. Et c'est ça qui fait qu'il reste et qu'il va payer plus. En fait, vous mettez des bons principes business et des valeurs dans un modèle qui, de base, pourrait être totalement sali par une mauvaise éthique. Mais en appliquant les bons Exactement. concepts d'entrepreneuriat, ça marche. Exactement. Exactement. Tu as tout dit. C'est ça. Et d'ici 5 ans, comment tu te vois? Alors, d'ici 5 ans, alors déjà, moi, il faut savoir que je vis plus en France depuis 4 ans. Donc, je suis expatrié. Du coup, là, je suis entre le Mexique et l'Espagne actuellement. Donc, moi, d'ici 5 ans, Donc, je dans me... l'océan Atlantique, finalement. Ouais, c'est ça. Je vis dans une petite île au milieu de l'océan. Et non, moi, je me vois vraiment vivre en Amérique du Sud pour le coup. Parce que j'aime beaucoup la culture là-bas. J'aime beaucoup bah, le climat, les paysages, vraiment le mindset aussi des gens, même si forcément, point négatif là-bas, ça peut être la sécurité. Hmm. Si on prend Colombie-Mexique, bah voilà, il y a beaucoup de problèmes de sécurité aussi. Mais finalement, moi, je n'ai jamais rien eu. Enfin, je me suis jamais senti non plus en insécurité, personnellement, mais j'entends beaucoup de choses. Donc, je me vois plutôt voilà, en Amérique du Sud, à avoir aussi des business physiques par la suite. J'aimerais bien ouvrir voilà, des trucs physiques un peu plus classiques. Ça peut être un restaurant, voilà, un café, quelque chose comme ça. Investir aussi dans l'immobilier en Amérique du Sud, puisque c'est en train d'exploser dans certaines régions. Euh, et également, après, de plus en plus, peut-être, en plus de mes business, prendre aussi des parts dans d'autres business en mode associé consultant. Parce que c'est vrai que bah, quand on a beaucoup d'expérience comme ça, on peut vraiment aider n'importe quel business à exploser, en fait, quand on fait du marketing. Donc, plutôt, voilà, aussi commencer à prendre des parts dans d'autres business et aider d'autres business à exploser, mais pas que en mode prestataire, vraiment en tant qu'associé. En mode equity, quoi, finalement. Ouais, exactement, en mode equity, ouais. C'est ça. Ce qui est déjà un peu le cas avec les modèles, hein, quand on y Ouais, pense. exactement, c'est un peu le cas avec les modèles. Mais du coup, par exemple, on aurait pu le faire, mais en fait, on l'a jamais fait. Ça serait, par exemple, de prendre des parts dans les agences conformes. Ouais, c'est ça que je En pensais mettre, plutôt. ouais. Donc, il y a ce côté-là, mais même après, dans d'autres business, que ce soit des business physiques, des business classiques, arriver en mode, bah, moi, je te gère, je te mets mes équipes marketing, voilà, avoir un peu ma dream team avec qui je bosse depuis longtemps et que je peux les placer un peu dans plusieurs structures pour commencer à mettre des choses en place et que ça commence à automatiser le truc. On va avec des tunnels de vente. Bah, je sais que Meryl aussi, il est spécialisé là-dedans, tout ce qui est automatisation, tunnel de vente. Une fois que c'est en place, après, bah, ça tourne quasiment sans nous, quoi. Donc, L'intérêt de prendre un pourcentage sur les agences que tu formes, par exemple, c'est que du coup, tu n'auras jamais ce syndrome de j'ai formé la concurrence, puisque tu seras intéressé par l'arborescence que tu auras créée.
Enfin, Ouais. c'est une possibilité en tout cas. Exactement. Bah, en fait, ce qu'on fait là actuellement, c'est que bah, nous, les modèles qui nous contactent, qu'on ne prend pas forcément, on a créé un catalogue de leads où on revend les leads aux agences qui prennent la formation, ceux Bah, qui en veulent. Parce qu'il y en a beaucoup, ils ne veulent pas forcément démarcher ou ils ont un peu peur. Même avec les stratégies, ils se disent bah, je suis peut-être pas légitime, etc. Donc là, en fait, nous, on a des modèles qui sont prêts à signer aujourd'hui, à démarrer. Bah, on les vend, en fait, ça peut dépendre, hein, c'est en fonction de leur profil, des critères, etc, mais c'est entre 300 et 1000 $ le modèle. Donc derrière, la personne qui achète par exemple, un modèle à 1000 $, il la signe à 50% le lendemain. Et ensuite, il peut les générer en moins d'un mois, il récupère son investissement. Donc ça peut être très rentable. Et on place aussi là, de plus en plus aussi les chatters qu'on forme, on les place dans d'autres agences également. Donc pareil, on prend un petit pourcentage en plus. Ou alors, pareil, on vend le contact, puisque nous, on l'a formé, on l'a validé, etc., avec nos modèles. Donc derrière, on peut aussi vendre le contact et s'occuper de la partie recrutement. génial. Merci pour tout ça, Pierre. C'était vraiment incroyable. Je te propose, si Chris, tu es partant, de terminer avec notre traditionnel portrait chinois. Le Est-ce que principe, tu c'est connais le qu'on a... principe, Pierre? Non, pas du tout. Tu vas vite comprendre. On a une dizaine de questions sous le coude. On te les pose. Ok. Tu réponds très rapidement. Soit tu développes ta réponse, soit tu la laisses succincte. C'est comme tu le sens. Et ça va être des questions comme celle-ci. On commence. Pierre, si tu étais un animal. Un lion, Pierre, si tu étais un pays, Mexique. Si tu étais un film ou une série. Hmm, je dirais Prison Break. Hmm. On je suis est très d'accord avec friand. ça. Si tu étais un livre, Hmm, mon livre préféré, c'est Le meilleur vendeur du monde. Donc, très bon livre, je recommande. je C'est connais pas du tout. c'est une non-fiction sur le mec qui avait fait des records en automobile, c'est ça? Non, 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 en fait, c'est pas du tout un livre de vente. Pour le coup, c'est des principes clés d'état d'esprit. Ok, Très intéressant et très, très court en plus, donc je vous conseille. Ok. ok. Je ne sais pas si on parle du même, parce qu'il y avait un petit bonhomme qui était vachement connu, enfin un petit bonhomme, désolé pour lui, c'est un peu réducteur, mais qui était considéré comme le meilleur vendeur du monde et qui avait des caractéristiques qu'on ne soupçonnait pas, du style, simplement, il prenait le temps une fois par an d'envoyer 200 cartes pour l'anniversaire de ses clients, il créait une relation, enfin bref, c'était des conseils comme ça. Ça, Ah je non, c'est pensais. pas le même. C'est pas le Ok. même. Si Du tu coup, il y étais... a deux meilleurs vendeurs du monde. Tu as quoi? Du coup, il y a deux meilleurs vendeurs du monde. Ouais, c'est ça. Si tu Euh, étais un plat. Pizza. Pierre, si ce soir tu avais l'opportunité de dîner avec n'importe qui sur Terre pour développer ton business, avec qui choisirais-tu de dîner? Hmm, je dirais avec Gary Vee, parce que j'aime beaucoup sa vision et je l'ai déjà rencontré une fois à un événement et je trouve que bah, directement on sent qu'il est hyper passionné et qu'il veut vraiment aider les personnes. Et Ok, enfin, bah Gary Vee, si tu nous écoutes. il a déjà liké, c'est sûr. Et il est déjà abonné à la chaîne. Pour faire une Pierre, petite... tu étais un super pouvoir. Si j'étais un super pouvoir, hmm, je dirais, je sais pas, la téléportation. Pas perdre de temps à voyager, à perdre du temps dans les transports. Je crois que j'avais vu une vidéo et on disait que on a un tiers de notre vie qu'on passe à, je crois, à se déplacer, à perdre du temps, ou je sais plus combien de temps, mais c'était ouf, quoi. Et l'autre tiers à dormir. Donc, il ne Ouais, c'est ça. nous reste pas grand-chose. Eh bah super. Euh, tu voulais, tu voulais faire une dernière question ou pas? Non, pas du tout. Mais Non? Non, c'est ce que l'art de enfin, conclure un épisode. non mais Bon, bah super. Ouais, bah, non, c'était bien, hein. Allez, super. Dernière question? c'est Non, bon, bah voilà, abonnez-vous. Allez, ciao. c'est pas du tout C'est ça, vous. mais je me suis fait une blague dans ma tête à ta question si tu serais un super pouvoir, et j'imaginais être super fan, tu vois. J'avais ce truc-là qui m'est resté dans la tête. T'aurais dû le garder dans Ouais. ta tête, franchement. Ta réponse C'est- était bien meilleure. C'était super intéressant, Pierre. Je me suis vraiment pris de jeu avec cette interview et on avait vraiment des questions sincères à exprimer. C'est différent des contenus qu'on a l'habitude de fournir. Enfin, je veux dire, toutes les interviews qu'on fait sont assez différentes. Permet de N'hésitez pas à nous démocratiser dire, aussi l'activité.
Bien sûr, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ou autres si c'est quelque chose qui vous a plu, s'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas aussi au sujet de ce modèle, de nous donner votre avis, peut-être de nous suggérer des questions qu'on aurait pu partager auxquelles on n'a pas forcément pensé pour qu'on s'améliore aussi. Vous avez évidemment le canal. Telegram. Merci pour la transition. Je dis ça parce que c'est ton idée, donc je sais que tu étais plus à même Yes, il y, d'expliquer. a il y a évidemment un Telegram qu'on vient de sortir. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus sur les nouveaux invités, si vous avez des questions particulières à poser, bah, sur le canal Telegram, vous pouvez le faire. Pareil, pour Pierre, si vous avez des questions à lui poser, bah, n'hésitez pas sous la vidéo YouTube à lui poser des questions. Pierre va aussi, si je ne dis pas de bêtises, fournir une formation gratuite pour ceux qui veulent aller plus loin sur le sujet. Donc pareil, il y aura un lien dans la description et vous pourrez creuser le sujet si vous a intéressé. Pierre, est-ce que tu veux dire un dernier mot pour la fin? Bah non, écoutez, en tout cas, merci beaucoup pour l'invitation. Je pense qu'il y a eu pas mal de questions intéressantes, de valeurs aussi. Moi, dans tous les cas, je répondrai à toutes les questions s'il y en a. Et puis, comme tu disais, ouais, on a une formation gratuite qui dure pas longtemps en plus, c'est 15 minutes, qui vraiment donne un peu plus de clés pour lancer son agence en 13 jours. Vraiment, je vous recommande, ça dure 15 minutes, très rapide. Et derrière, vous allez pouvoir commencer à lancer votre agence. Également, il y a ma chaîne YouTube où je partage aussi pas mal de valeurs. N'hésitez pas, ceux qui Donc, sont pareil, intéressés. tous les liens seront dans la description. Si vous voulez retrouver Pierre, bah merci d'avoir été parmi nous, Pierre, et puis on se dit à très vite. À très vite. Merci. Ciao, Ciao! ciao. Ciao, ciao tout le monde.